C'est pas vrai. Si vous voulez lire un vrai livre d'histoire, lisez Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. C'est un bouquin qui va vraiment vous laisser sur le cul. Plus que celui de Chomsky sur le complexe industriel, c'est quoi un bon livre pour toi? Les mecs comme vous, moi, j'en viens pas. Vous dépensez tout votre fric pour vous entourer de plein de putains de livres qui font chic, seulement c'est jamais les bons. Et c'est quoi un putain de bon livre, Will? Eh ben, c'est le bouquin qui vous décoiffe. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden et aujourd'hui on va continuer la lecture du livre de Daniel Guérin sur l'anarchisme avec la deuxième source d'énergie politique, à savoir les masses. C'est vrai que, les masses. Oh là là, je me souviens quand j'ai lu Gustave Le Bon, Psychologie des masses, j'ai un peu désespéré, mais enfin bref, ne perdons pas espoir dans les masses, Billy, sinon autant rendre les hommes face aux fafounets. Donc enfin bref, en amont commençons la lecture, les sources d'énergie, les masses. La révolution de 1848 a fait découvrir à Proudhon que les masses sont la force motrice des révolutions. Les révolutions, observe-t-il à la fin de 1849, ne reconnaissent pas d'initiateurs. Elles viennent quand le signal des destinées les appelle. Elles s'arrêtent quand la force mystérieuse qui les a fait éclore est épuisée. Toutes révolutions se sont accomplies par la spontanéité du peuple. Si quelquefois les gouvernements ont suivi l'initiative populaire, ça a été comme forcé et contraint. Presque toujours, ils ont empêché, comprimé, frappé. Le peuple, quand il est livré à son seul instinct, se voit toujours plus juste que lorsqu'il est conduit par la politique et ses meneurs. Une révolution sociale n'arrive pas au commandement d'un maître ayant sa théorie toute faite ou sous la dictée d'un révélateur. Une révolution vraiment organique produit la vie universelle, bien qu'elle ait ses messagers et ses exécuteurs. N'est vraiment l'œuvre de personne. Bon, là Proudhon il fait sens de formule, etc., mais ouais, on va dire que c'était une autre époque, mais on va dire sur le fond je suis pas tellement contre. Bon, après quand c'est Pierre-Yves Rougeron qui me parle de peuple, je fais 5 pas en arrière si tu veux. Ou n'importe quel leader d'extrême droite sur YouTube, quand il me parle de peuple, oui, mais quand c'est Bakounine ou Kropotkin, déjà je suis peut-être un peu plus en confiance. Enfin bref, continuons. La révolution doit être menée par en bas et non par en haut. Une fois la crise révolutionnaire franchie, la reconstruction sociale devait être l'œuvre des masses populaires elles-mêmes. Proudhon affirme la personnalité et l'autonomie des masses. Bakounine, à son tour, ne se lasse pas de répéter qu'une révolution sociale ne peut être décrétée ni organisée par en haut, mais qu'elle ne peut être faite ni amenée à son plein développement que par l'action spontanée et continue des masses. Les révolutions viennent comme un larron dans la nuit. Elles sont produites par les forces des choses. Elles se préparent longtemps dans la profondeur de la conscience instinctive des masses populaires, puis elles éclatent, suscitées en apparence souvent par des causes futiles. On peut les prévoir, en pressentir l'approche, mais jamais en accélérer l'explosion. La révolution sociale anarchiste surgit d'elle-même, au sein du peuple, en détruisant tout ce qui s'oppose au débordement généreux de la vie populaire, afin de créer ensuite, à partir des profondeurs même de l'âme populaire, des formes de la vie sociale libre. Bon, là on est carrément dans le messianisme un peu prolétaire, mais même si sur le fond je suis assez d'accord, c'est le XXe siècle a prouvé que l'extrême droite savait très très bien marteler d'un point de vue psychologique ce genre de choses. Donc faut toujours faut vraiment se remettre dans le contexte où ça a été dit et reconnaître que l'extrême droite en termes de marteler les messages dans les esprits, faire exploser entre guillemets la contestation entre guillemets populaire, bien que c'est sujet extrêmement à caution. Parce que, on va dire, toutes les analyses prouvent que à chaque fois que le racisme de masse vient plutôt d'en haut, on va dire, quand les bourgeois sont en panne de redistribution sociale, à un moment donné, ils regarde Gérard, Boubacar prend ton cookie, tu vois. C'est un peu ça qui se passe. Alors que le gars a une pile de cookies assez conséquente, enfin bref. Kropotkin, comme ses devanciers, célèbre cet admirable esprit d'organisation spontanée que le peuple possède à un si haut degré et que l'on permet si rarement d'exercer. Pour ajouter narquoisement, il faut avoir eu toute sa vie le nez dans la paperasse pour en douter, ou avoir vécu dans le 20e siècle. Je suis d'un cynisme. Mais l'anarchisme, après ses affirmations généreusement optimistes, se trouve, tout comme d'ailleurs son frère ennemi, le marxiste, aux prises avec une grave contradiction. La spontanéité des masses est essentielle, prioritaire, mais elle ne suffit pas à tout.
Pour qu'elle atteigne la conscience, l'assistance d'une minorité de révolutionnaires capables de penser la révolution se révèle indispensable. Comment éviter que cette élite ne mette à profit sa supériorité intellectuelle pour se substituer aux masses, paralyser leur initiative, voire leur imposer une nouvelle domination? Daniel Guérin se reprend, effectivement. Proudhon, après son exaltation idyllique de la spontanéité, en revient à constater l'inertie des masses, à déplorer le préjugé gouvernemental, l'instinct de déférence, le complexe d'infériorité qui entrave l'élan populaire. L'action collective du peuple doit être en conséquence être suscitée. Si une révélation ne leur venait pas du dehors, la servitude des classes inférieures pourrait se prolonger indéfiniment. Il concède que les idées qui, à toutes les époques, ont agité les masses étaient écloses entièrement dans le cerveau de quelques penseurs. La priorité ne fut jamais aux multitudes, la priorité en tout acte de l'esprit est à l'individualité. L'idéal serait que ces minorités conscientes fissent passer leur science, la science révolutionnaire, dans le peuple. Mais Proudhon semble sceptique quant à la praticabilité d'une telle synthèse. Ce serait selon lui méconnaître la nature envahissante de l'autorité. Tout au plus pourrait-on en équilibrer les deux éléments. Bakounine, avant de se convertir vers 1864 à l'anarchisme, a tenu les fils de conspiration et de société secrète et il s'est familiarisé avec l'idée typiquement blanquiste que l'action minoritaire doit devancer l'éveil des masses pour ensuite, les ayant tirés de leur léthargie, s'adjoindre leurs éléments les plus avancés. Je tourne la page. C'est vrai que Bakounine a eu ce truc-là. Dans l'Internationale ouvrière, vaste mouvement prolétarien ensuite constitué, le problème se pose de façon différente. Cependant, Bakounine, devenu anarchiste, demeure convaincu que la nécessité d'une vaste avant-garde consciente pour le triomphe de la révolution contre la réaction, il est nécessaire qu'au milieu de l'anarchie populaire que constituerait la vie même de toute énergie de la révolution, l'unité de la pensée et de l'action révolutionnaire trouve un organe. Un groupe plus ou moins nombreux d'individus inspirés par la même pensée et tendant vers le même but doit exercer une action naturelle sur les masses. Sur ça, je penserais plus à une forme de capillarité en fait. Quand tu mets du sucre dans le café, le truc remonte. Et voilà, ça serait un petit peu ça en fait. C'est pas forcément assommé avec diplôme de marxologie plus 8, etc. Enfin voilà, c'est ce qu'on essaie de faire modestement sur cette chaîne, on va dire. Enfin bref, continuons. 10, 20 ou 30 hommes bien entendus et bien organisés entre eux et qui savent où ils vont et ceux qui veulent en entraînent facilement 100, 200, 300 et même davantage. Ce que nous devons former, ce sont les états-majors bien organisés et bien inspirés des chefs du mouvement populaire. Les moyens préconisés par Bakounine ressemblent fort à ce que le jargon politique moderne désigne sous le nom de noyautage. Il s'agit de travailler en sous-main, les individus les plus intelligents et les plus influents de chaque localité, pour que cette organisation soit autant que possible conforme à nos principes. Tout le secret de notre influence est là. Les anarchistes doivent être comme des pilotes invisibles au milieu de la tempête populaire. Ils doivent la diriger non pas par un pouvoir ostensible, mais par une dictature sans écharpe, sans titre, sans droit officiel et d'autant plus puissante qu'elle n'aura aucune apparence du pouvoir. Mais Bakounine n'ignore pas combien sa terminologie, chef, dictature, etc., diffère quelque peu de celle des adversaires de l'anarchisme et il réplique à l'avance. À quiconque prétendrait qu'une action ainsi organisée est encore un attentat à la liberté des masses, une tentative de créer une nouvelle puissance autoritaire. Non, l'avant-garde consciente ne doit être ni le bienfaiteur ni le chef dictatorial du peuple, mais seulement l'accoucheur aidant à son auto-libération. Tout ce qu'il peut faire, c'est de répandre dans les masses les idées correspondantes à ses instincts, mais rien au-delà. Tout le reste ne doit et ne peut se faire que par le peuple lui-même. Les autorités révolutionnaires, Bakounine ne recule pas devant ce mot et s'en excuse en exprimant le vœu qu'il n'y ait aussi peu que possible, doivent non pas imposer la révolution aux masses, mais la provoquer dans leur sein, non les soumettre à une organisation quelconque, mais susciter l'organisation autonome de bas en haut. Oui, c'est en gros être inspiré un petit peu, donner quelques notions clés, etc. Et puis après voir ce qui pop de même en fait. Ce qui est une approche assez intéressante quand même. Comme l'expliquera beaucoup plus tard Rosa Luxembourg, Bakounine entrevoit que la contradiction entre la spontanéité libertaire et la nécessité de l'intervention des avant-gardes conscientes ne sera vraiment résolue que le jour où s'opérera la fusion de la science avec la classe ouvrière, où la masse devenue pleinement consciente n'aura plus besoin de chef, mais seulement d'organes exécutifs de son action consciente. Rosa, grosse théoricienne du spontanéisme révolutionnaire d'ailleurs.
Après avoir souligné qu'il manque encore au prolétariat de l'organisation et la science, l'anarchiste russe en revient à la conclusion que l'international ne pourra devenir un instrument d'émancipation que lorsqu'elle aura fait pénétrer dans la conscience réfléchie de chacun de ses membres la science, la philosophie et la politique du socialisme. Mais cette synthèse, satisfaisante du point de vue théorique, est un trait tiré sur un lointain avenir. Et en attendant que l'évolution historique permette son accomplissement, les anarchistes, tout comme les marxistes, demeureront plus ou moins prisonniers d'une contradiction. Elle déchirera la révolution russe, tiraillée entre le pouvoir spontané des soviets et la prétention du parti bolchevique au rôle dirigeant, comme elle se manifestera dans la révolution espagnole, où les libertaires oscilleront entre deux pôles, celui du mouvement de masse et celui de l'élite anarchiste consciente. On se bornera à illustrer cette contradiction par deux citations. De l'expérience de la révolution russe, les anarchistes tireront une conclusion catégorique. La condamnation du rôle dirigeant du parti, l'un d'eux, Volin, la formera en ces termes. Volin, fascisme, un incontournable. L'idée maîtresse de l'anarchisme est simple, aucun parti ou groupement politique ou idéologique se place au-dessus et en dehors des masses laborieuses pour les gouverner, ou les guider, ne réussira jamais à les émanciper, même si elle le désire sincèrement. L'émancipation effective ne pourra être réalisée que par une activité directe des intéressés, des travailleurs eux-mêmes, groupés non pas sous la bannière d'un parti politique ou d'une formation idéologique, mais de leur propre organisme de classe, syndicats de production, comités d'usine, coopératives, etc., sur la base d'une action concrète et d'une autodétermination aidée, mais non gouvernée, par les révolutionnaires œuvrant en sein même et non au-dessus de la masse. L'idée anarchiste et la véritable révolution émancipatrice ne pourra être réalisée par les anarchistes comme tels, mais uniquement par les vastes masses. Les anarchistes, ou plutôt les révolutionnaires en général, n'étant appelés qu'à éclairer et à aider celles-ci dans certains cas, si les anarchistes prétendaient pouvoir accomplir la révolution sociale en guidant les masses, une pareille prétention serait illusoire, comme le fut celle des bolcheviks, et pour les mêmes raisons. Effectivement, ça se défend très bien. Guider, essayer d'inspirer, essayer de suggérer plutôt que d'imposer. Moi-même, des fois, c'est pas évident. Cependant, les anarchistes espagnols ressentiront à leur tour la nécessité d'organiser une minorité consciente idéologique, la Fédération anarchiste ibérique, au sein de leur vaste centrale syndicale, la Confédération nationale du travail, afin d'y combattre les tendances réformistes de certains syndicalistes purs, aussi bien que des manœuvres des affidés de la dictature du prolétariat. S'inspirant des recommandations de Bakounine, la FAI s'efforcera d'éclairer plutôt que de diriger, et aussi la conscience libertaire relativement éclairée de nombreux éléments de la base de la CNT. L'aidera à ne pas tomber dans les excès des partis révolutionnaires dits autoritaires. Toutefois, elle jouera un rôle assez médiocrement son rôle de guide, maladroite dans ses velléités de mise en tutelle des syndicats, flottante dans sa stratégie plus riche en activistes ou en démagogues qu'en révolutionnaires conséquents, tant sur le plan de la théorie que celui que la pratique. Les rapports entre les masses et la minorité consciente forment un problème dont la solution n'est pas encore été pleinement trouvée, même par les anarchistes, et sur lequel le dernier mot semble n'avoir pas été dit. Effectivement, c'est compliqué. Et j'avoue que le XXe siècle a rajouté de la complexité parce que effectivement cet élan, cet appel au peuple de l'instinct, effectivement, on va dire que le fascisme, en termes de propagande, de martelage, en termes mercantiles, pas mercantiles, de propagande, on va dire, de brutalité psychologique, de faire rentrer les idées faussement révolutionnaires dans le cerveau des gens et dans les masses, ils sont bien plus performants parce qu'ils utilisent tous sans aucune forme de pitié. Et donc, c'est pas simple, et pour le coup, la question reste totalement ouverte entre effectivement l'espèce de minorité révolutionnaire qui ne doit pas prendre le pouvoir mais plutôt éclairer, etc. et face à un FAF qui lui n'aura aucune forme de pitié à être démago. C'est vrai que la question reste totalement ouverte, et c'est un petit peu, c'est comme si tu es sur un ring et puis tu essaies de battre habilement, à la régulière avec un FAF qui lui a un M16, un lance-roquette, et toi tu as deux gants de boxe. À un moment donné, le combat on peut se poser que le combat est clairement inégal. Enfin bref, c'était la lecture de l'anarchisme de Daniel Guérin. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.